Il est des matins où le ciel de Bretagne semble peser plus lourd que d'habitude. Des matins où la brume ne se lève pas, où l'horizon reste bouché gris, impénétrable, comme si la nature elle-même retenait son souffle avant l'orage. Pour Marie, 75 ans, ce matin-là ressemblait à tous les autres. Dans sa petite maison de pierre, aux volets bleus nichés sur la côte, près de Saint-Malo, le rituel était immuable depuis la mort de son mari Yves. Le café qui passe doucement l'odeur du pain grillé, le tic-tac rassurant de la grande horloge comtoise dans le vestibule. Cette maison, c'était son château, son refuge, le fruit de 40 années de travail, à la crier aux poissons, les mains rougies par le sel et la glace. C'était tout ce qu'elle avait. Et elle ignorait, en beurrant sa tartine, qu'elle vivait ses dernières minutes de paix. 8 heures sonnent. Le tintement de l'horloge n'a pas encore fini de résonner qu'un bruit brutal fracasse le silence. On frappe à la porte. Non pas comme un voisin qui vient demander du sucre, non. On frappe avec autorité. Des coups secs, durs, impérieux. Le bois de chêne tremble. Marie sursaute, manque de renverser sa tasse. Qui peut bien venir à cette heure, par un temps pareil? Elle serre son gilet de laine contre sa poitrine, lisse sa jupe par réflexe de dignité et s'avance dans le couloir. Elle tourne la clé, ouvre la lourde porte. Le vent s'engouffre glacial. Sur le seuil, 3 silhouettes se découpent en contre-jour. Un homme en costume sombre, mallette à la main, le visage fermé comme une porte de prison. Derrière lui, 2 uniformes bleus. La gendarmerie. Marie sans ses jambes flageolées. « Madame Marie Le Guen ?» demande l'homme en costume. Sa voix est métallique, sans émotion. C'est la voix de l'administration quand elle vient broyer les vies. « Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il se passe ?»« Il est arrivé quelque chose à Thomas. » Thomas, son fils. Sa première pensée est pour lui. Toujours. L'homme ne répond pas à sa question. Il fait un pas en avant, obligeant Marie à reculer dans son propre hall. « Je suis maître Lenoir, huissier de justice. Je suis porteur d'un titre exécutoire. Nous procédons ce matin à la saisie conservatoire de vos biens mobiliers en vue de la vente judiciaire de votre domicile. » Les mots flottent dans l'air incompréhensibles absurdes. Saisie-vente, judiciaire. Marie rit nerveusement, un petit rire qui ressemble à un sanglot. « Mais vous faites erreur, monsieur. Je n'ai pas de dette. Yves et moi, nous avons fini de payer la maison en 1988. Tout est réglé. Je ne dois pas un centime à personne. » L'huissier entre dans le salon sans demander la permission. Il sort un rouleau d'étiquettes adhésives jaunes. Il commence à coller ses pastilles infamantes sur les objets. Une sur la télévision, une sur le buffet en merisier. Marie le suit paniquée. « Arrêtez, que faites-vous ?» L'homme se retourne. Il sort un dossier épais de sa mallette. « Madame, vous n'avez peut-être pas de dette personnelle, mais vous êtes caution solidaire de la société Vin d'Exception, dirigée par monsieur Thomas Le Guen. La société est en liquidation judiciaire. Le passif s'élève à 80 000 €. En tant que caution, vous êtes redevable de la totalité de la somme. Immédiatement. 80 000 €. Le chiffre claque comme un coup de fouet. Marie s'effondre sur une chaise. Le monde tourne. Le visage de son fils lui apparaît. Thomas. Son petit Thomas. Comment a-t-il pu? Pour comprendre l'ampleur de la trahison, il faut rembobiner le fil de cette tragédie. Il faut revenir 6 mois en arrière, au printemps. Un dimanche de Pâques. Thomas était arrivé à l'improviste pour le déjeuner. Thomas, c'est l'enfant prodigue, le beau parleur, celui qui a quitté la Bretagne pour faire des affaires à la capitale. Il porte des costumes un peu trop brillants, conduit des voitures de location et parle fort. Marie l'aime d'un amour aveugle, inconditionnel.
Elle ne voit pas les cernes de vis sous ses yeux, elle ne voit que le petit garçon qui lui offrait des colliers de nouilles. Ce jour-là, Thomas n'avait pas son arrogance habituelle. Il avait l'air abattu. Au moment du café, il s'était mis à pleurer. De grosses larmes de crocodile qui roulaient sur ses joues bien rasées. « Maman, je suis à ça de la réussite », disait-il en mimant un espace infime entre son pouce et son index. « J'ai trouvé le filon du siècle, une importation exclusive de vin de Bourgogne pour le marché asiatique. J'ai les clients, j'ai les commandes. Mais les banques, ces vautours, elles ne veulent pas me prêter le fonds de roulement pour acheter le stock. Elles demandent des garanties délirantes. Si je ne signe pas demain, je perds tout. Je suis finie, maman. » Marie, le cœur serré, lui avait pris la main. « Mais qu'est-ce que je peux faire, mon chéri ? Je n'ai pas d'argent, tu le sais bien. Juste ma petite retraite. » Thomas avait levé ses yeux humides vers elle. « Tu n'as rien à payer, maman. Absolument rien. J'ai juste besoin d'une signature, une formalité administrative. Ça s'appelle une caution solidaire. C'est juste pour rassurer la banque sur mon honorabilité. Dès que la marchandise est vendue et elle est déjà prévendue, la caution s'annule. C'est l'affaire de 2 mois. 3 maximum. Tu risques 0. C'est moi qui paie, c'est ma boîte. Toi, tu es juste la garante morale. La garante morale. Quel mot terrible. » Thomas avait sorti de sa serviette une liasse de papier. C'était écrit petit, très petit. Un jargon juridique dense, impénétrable pour une ancienne ouvrière de la poissonnerie. Il y avait des mentions manuscrites à recopier. Bon pour caution solidaire. En renonçant au bénéfice de discussion, Marie avait plissé les yeux, cherchant ses lunettes. « C'est compliqué tout ça, Thomas. Tu es sûr ?» Et là, le piège s'était refermé. Thomas s'était levé, l'avait embrassé sur le front, lui massant les épaules. « Maman, regarde-moi. Est-ce que je te mettrais en danger ? C'est moi, Thomas. Fais-moi confiance. C'est pour mon avenir, pour que je puisse enfin t'offrir la vie que tu mérites. » Pas que. Et Marie, les mains tremblantes, avait pris le stylo. Elle n'avait pas signé un papier. Elle avait signé son arrêt de mort sociale. Elle avait recopié la phrase rituelle promettant de payer sur ses biens et ses revenus si son fils défaillait. Elle pensait aider son enfant à grandir. En réalité, elle lui donnait les clés pour la détruire. Ce que Marie ignorait, ce que l'huissier allait lui révéler par bribes dans les semaines suivantes, c'est la mécanique sordide que Thomas avait mise en place. Il n'y avait pas de marché asiatique. Il n'y avait pas de clients prévus. Thomas a bien utilisé la garantie de sa mère pour obtenir un crédit fournisseur et acheter pour 80 000 € de grands crus. Mais il ne les a pas vendus dans les règles de l'art. Non. Il a fait ce qu'on appelle de la vente sauvage. Il a écoulé les bouteilles à moitié prix en liquide dans des arrière-boutiques de restaurants peu scrupuleux et sur des marchés parallèles. Il a transformé le vin en cash, immédiatement. Et cet argent a-t-il servi à rembourser le fournisseur? Pas un centime. Cet argent a brûlé. Il a brûlé dans des billets d'avion première classe. Il a brûlé dans des suites d'hôtels aux Maldives. Il a brûlé dans les mains d'une jeune maîtresse de 20 ans, ses cadettes. Thomas a vidé la société, a coupé son téléphone et a laissé la bombe à retardement entre les mains de sa mère. Pendant 3 mois, Marie a vécu dans l'ignorance. Elle appelait Thomas, tombait sur la messagerie. « Il doit être très occupé avec ses affaires en Asie », se disait-elle, pour se rassurer. Puis les premières lettres sont arrivées. Des lettres simples d'abord. Puis des recommandés avec accusé de réception. Marie, qui n'avait jamais reçu autre chose que des cartes postales et des factures d'électricité, n'osait pas les ouvrir. Elle les empilait sur le buffet, comme pour conjurer le sort. Jusqu'à ce matin de pluie, jusqu'à l'huissier. Revenons à cette scène insoutenable dans le salon. L'huissier s'approche de la grande horloge comtoise.
C'est une pièce magnifique, en chêne sculpté, qui appartenait au grand-père de Marie. Elle a traversé 2 guerres. L'homme pose sa main dessus, évalue le bois. Il colle son étiquette jaune sur le verre du cadran. Pour Marie, c'est comme s'il lui collait cette étiquette sur le front. C'est une violation. « Monsieur, pas l'horloge, je vous en supplie, c'est ma famille. » L'huissier soupire. Il n'est pas sadique, il est juste blindé. Madame, pour couvrir 80 000 € l'horloge, ne suffira pas. Ni les meubles. C'est la maison qui devra être vendue. Vous avez 1 mois pour régler la dette. Passé ce délai, la procédure de saisie immobilière sera lancée. 1 mois. 30 jours pour trouver une fortune. Marie est seule. Les gendarmes gênés regardent leurs chaussures. Ils connaissent Marie, ils savent que c'est une brave femme. Mais la loi est la loi, et la loi ne connaît pas les sentiments. Quand ils repartent, laissant derrière eux une maison marquée par les stigmates de la faillite, Marie reste prostrée. Mais le désespoir laisse bientôt place à une autre émotion plus brûlante, plus nécessaire, la colère. Elle doit trouver Thomas. Elle doit comprendre. Elle ne peut pas croire qu'il savait. Il a dû avoir des problèmes, il a dû être escroqué lui aussi, se répète-t-elle. L'amour maternel est un bouclier puissant contre la vérité, mais il commence à se fissurer. Elle appelle l'ancien associé de Thomas, un garçon qu'elle n'aime pas beaucoup, mais qui sait des choses. Il finit par lâcher un morceau d'information. Thomas. Il est rentré des Maldives. Il se planque à Paris. Il a loué un appart sur les Champs-Élysées via une prête-nom. Il roule en Porsche de location. Il a du fric Marie. Il en a plein les poches. Marie prend alors une décision inouïe pour une femme de son âge qui ne quitte jamais son canton. Elle va à la gare. Elle prend le TGV pour Paris. Elle a l'adresse. Elle y va. C'est le voyage de la dernière chance, une croisade pour sauver son honneur et son toit. Paris l'accueille avec son bruit et sa fureur. Marie se sent minuscule dans le métro, serrant son sac contre elle. Elle arrive devant l'immeuble haussmannien. Digicode, marbre tapis rouge. Elle profite de la sortie d'un locataire pour se faufiler. Elle monte au 3e étage. Son cœur bat à tout rompre, menaçant d'exploser dans sa poitrine. Elle sonne. La porte s'ouvre. C'est lui. Thomas. Il est bronzé, éclatant de santé, un verre de champagne à la main. Il porte une chemise en soie ouverte sur le torse. En voyant sa mère, son visage se décompose une fraction de seconde, puis effroyablement, il retrouve son masque d'insolence. « Maman, qu'est-ce que tu fais là? Tu aurais pu appeler. » Il ne l'invite pas à entrer. Marie le pousse et pénètre dans le salon. C'est luxueux. Il y a des sacs de grande marque jetés sur les canapés de la musique d'ambiance, une odeur de parfum coûteux. « L'huissier est venu, Thomas, » dit-elle d'une voix blanche. « Ils ont saisi les meubles. Ils vont vendre la maison. Ils me réclament 80 000 €. Elle le regarde attendant l'effondrement, les excuses, la promesse de tout régler. Thomas soupire agacé, comme si elle venait de lui annoncer une petite contrariété, une tache sur son costume. Il pose son verre. « Écoute, maman, ne fais pas un drame. C'est le business. J'ai eu un coup dur, la boîte a coulé. C'est la vie des affaires. » Le business. Marie tremble de tout son corps. Tu as vendu le vin en liquide, tu as gardé l'argent. Tu es allé en vacances pendant que l'huissier marquait mes meubles. Tu as de l'argent. Thomas, je le vois, rembourse-les, sauve la maison. Et c'est là que le couperet tombe. C'est là que Thomas prononce les mots qui tueront l'amour de Marie pour toujours. Il la regarde avec une froideur absolue, une condescendance effrayante. « Maman, réveille-toi. Je ne peux pas payer. Si je paie, je reconnais la fraude et je vais en prison. L'argent, je l'ai dépensé. Et puis, soyons réalistes. Tu as 75 ans. Cette maison, elle est trop grande pour toi. Tu as de l'arthrose,
tu as du mal à chauffer. Au fond, c'est un service que je te rends. Vends-la. Tu paies la dette, et avec ce qu'il reste, tu te prends un petit studio en ville. C'est ça le cycle de la vie. Les parents aident les enfants à s'envoler. C'est ton rôle, maman. C'est ton devoir. Il a osé. Il a osé transformer son escroquerie en devoir maternel. Il a osé lui dire que la dépouiller était dans l'ordre des choses. Marie le regarde. Elle voit enfin le monstre qu'elle a nourri. Elle ne crie pas. Elle ne le gifle même pas. Ce serait lui accorder trop d'importance. Elle sent quelque chose mourir en elle. Le lien sacré est tranché. « Tu n'es plus mon fils, murmure-t-elle. Tu es un étranger. Et tu es la honte de ton père. » Elle tourne les talons et sort de cet appartement qui pue le mensonge. La fin de l'histoire est inéluctable. Il n'y a pas de miracle juridique quand on a signé une caution solidaire en renonçant aux bénéfices de discussion. La loi est une machine froide. Marie a dû vendre. Elle a dû vider la maison. Chaque carton était une déchirure. Elle a vu partir l'horloge, le buffet les souvenirs d'une vie vendue aux enchères pour une bouchée de pain. La maison a été achetée par un couple de Parisiens qui voulaient une résidence secondaire. Aujourd'hui, Marie vit dans un HLM au rez-de-chaussée d'une tour grise à la périphérie de Rennes. C'est un 2 pièces propre, mais sans âme. Elle n'a plus de jardin. Elle n'a plus vue sur la mer. Elle a payé la dette de son fils. Elle ne lui doit plus rien. Lui ne l'a jamais rappelé. Il court toujours quelque part fuyant ses responsabilités. Dans son petit salon sur la commode en formica, qu'elle a tout acheté chez Emmaüs, il n'y a plus de photos de famille. Il y avait avant un cadre argenté avec une photo de Thomas, le jour de sa communion, tout sourire dans son aube blanche. Le jour de son emménagement, Marie a pris cette photo. Elle l'a regardée longuement. Puis, calmement, méthodiquement, elle l'a déchirée en tout petits morceaux. Elle a ouvert la fenêtre et a laissé le vent emporter les confettis de papier. « C'est fini », a-t-elle dit. « Mes chers amis, cette histoire est cruelle, je le sais. Mais elle doit être racontée. Car l'amour ne doit jamais nous rendre aveugles devant un contrat. La caution solidaire est une arme chargée que l'on pose sur sa propre tempe. On pense signer un papier, on signe souvent sa propre perte. Méfiez-vous des enfants prodigues qui reviennent pleurer pour de l'argent. Parfois les larmes sèchent, mais l'encre reste. Et la signature de la honte ne s'efface jamais. Protégez-vous. Protégez votre toit. Car une fois la porte fermée par l'huissier, il ne reste que les regrets et le froid. C'était votre conteur. À bientôt pour une autre vérité.